Nous nous réveillons chaque matin avec une certitude inébranlable, nous sommes les maîtres à bord. Nous avons l'impression intime, presque physique, d'être aux commandes de notre vie. Je décide de me lever, je décide de boire du café, je décide d'aimer cette personne, je décide de m'énerver. Cette sensation de libre arbitre est le socle de notre identité. Nous croyons qu'il y a, quelque part derrière nos yeux, un petit pilote, un moi conscient et rationnel, qui analyse la situation et prend des décisions éclairées. C'est une histoire rassurante. Elle nous donne un sentiment de pouvoir et de cohérence. Pourtant, les neurosciences modernes sont en train de fissurer ce beau miroir. Elles nous révèlent une réalité beaucoup plus troublante et fascinante. La plupart du temps, ce que nous appelons « je n'ai pas celui qui décide ». C'est notre cerveau, cette machine biologique incroyablement complexe et ancienne, qui prend les décisions bien avant que nous en ayons conscience. Nous croyons être le roi qui donne les ordres, mais nous sommes souvent le porte-parole qui justifie les ordres donnés par un général de l'ombre. Imaginez une expérience simple. On vous demande d'appuyer sur un bouton quand vous le souhaitez. Vous attendez, puis vous décidez d'appuyer. Pour vous, la séquence est claire. 1. Je décide. 2. Mon cerveau envoie l'ordre. 3. Mon doigt bouge. Mais lorsque l'on observe l'activité électrique du cerveau, on découvre l'inverse. Plusieurs millisecondes, parfois même plusieurs secondes avant que vous n'ayez la pensée consciente « je vais appuyer ». Votre cerveau a déjà activé les zones motrices responsables du mouvement. Autrement dit, la décision était déjà prise biologiquement avant d'être validée psychologiquement. Votre conscience arrive après la bataille, comme un spectateur qui crie « but », alors que le ballon est déjà dans les filets. Cela ne signifie pas que nous sommes des robots, mais cela signifie que notre conscience est souvent en retard sur notre biologie. Elle s'attribue le mérite d'action qu'elle n'a pas initiée. C'est une blessure narcissique immense, mais c'est aussi le début d'une vraie compréhension de soi. Pourquoi notre cerveau agit-il ainsi? Parce que sa mission première n'est pas la vérité, ni la philosophie, mais la survie. La conscience coûte cher en énergie et elle est lente. Dans la savane, si vous deviez analyser consciemment « oh, c'est un lion, il a l'air affamé, je devrais peut-être courir », vous seriez déjà mort. Votre cerveau a donc développé des autoroutes neuronales, des automatismes ultra rapides pour réagir sans passer par la case réflexion. Ces automatismes régissent non seulement nos mouvements, mais aussi nos émotions, nos préférences et nos choix de vie. Quand vous tombez amoureux, quand vous avez peur, quand vous choisissez un plat au restaurant, ce n'est pas toujours votre raison qui parle. C'est une alchimie complexe d'hormones, de souvenirs enfouis et de programmes génétiques qui vous poussent vers une direction. Vous dites « j'ai choisi », mais en réalité, votre cerveau a calculé que c'était la meilleure option pour votre survie ou votre plaisir, et il vous a envoyé l'envie comme une commande impérative. Cette domination de l'inconscient cognitif explique pourquoi il est si difficile de changer. Combien de fois avons-nous pris la décision ferme de ne plus manger de sucre, de ne plus nous mettre en colère pour rien, ou de ne plus procrastiner? Nous le décidons avec notre conscience, sincèrement. Et pourtant, 2 heures plus tard, nous mangeons le gâteau, nous crions, nous remettons à demain. Pourquoi? Parce que le moi conscient qui a pris la décision ne pèse pas lourd face au cerveau inconscient qui a ses propres habitudes. Le cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Une habitude est un chemin neuronal bien tracé, facile à emprunter. Changer, c'est obliger le cerveau à prendre la machette et à tracer un nouveau sentier dans la jungle. C'est épuisant. Donc, dès que notre vigilance baisse, dès que nous sommes fatigués ou stressés, le cerveau reprend le volant et retourne sur l'autoroute de l'habitude. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une loi physique de moindre résistance. Nous sommes aussi les marionnettes de notre chimie. Nos humeurs, que nous prenons pour des états d'âme spirituels, sont souvent dictées par nos neurotransmetteurs. Un manque de sérotonine et le monde nous paraît gris et hostile. Un pic de dopamine et tout devient possible et excitant. Nous croyons avoir des opinions objectives sur la vie, mais ces opinions sont teintées par l'état de notre microbiote intestinal, par notre sommeil, par notre niveau de sucre dans le sang. C'est vertigineux de réaliser à quel point notre personnalité est tributaire de notre biologie. Si vous avez faim, vous devenez irritable et vous jugez votre partenaire sévèrement. Si vous avez bien mangé, vous le trouvez charmant. Qui est le vrai vous?
Celui qui a faim ou celui qui est rassasié. En réalité, il n'y a pas un vous unique et stable. Il y a une succession d'états cérébraux qui racontent une histoire différente à chaque instant. Cependant, dire que c'est notre cerveau qui décide ne veut pas dire que nous sommes déresponsabilisés. Au contraire. Ignorer comment fonctionne la machine, c'est être condamné à subir ses programmes. Si je crois que je suis totalement libre, je ne me méfie pas de mes réactions. Je prends mes colères pour des vérités absolues. Je prends mes peurs pour des réalités. Mais si je comprends que mon cerveau me joue des tours, qu'il me suggère des scénarios basés sur la peur ou le plaisir immédiat, je peux commencer à introduire un petit espace de liberté. Je peux observer la pulsion monter et dire « Tiens, mon cerveau reptilien veut que je frappe, c'est intéressant, mais je ne vais pas le faire. » La liberté ne consiste pas à ne pas avoir de pulsion. Ça, c'est le job du cerveau. La liberté consiste à ne pas y obéir aveuglément. C'est passer du statut de marionnette à celui d'observateur de la marionnette. C'est là que réside le grand paradoxe. Pour devenir vraiment libre, il faut d'abord accepter que nous sommes des machines biologiques. Il faut accepter cette humiliation de ne pas être le maître absolu dans notre propre maison. Ce n'est qu'une fois cette illusion brisée que nous pouvons commencer à négocier avec notre cerveau. Nous ne pouvons pas le contrôler par la force, il est plus fort que nous, mais nous pouvons le ruser, l'entraîner, le reprogrammer doucement. Nous ne sommes pas condamnés à suivre les mêmes rails toute notre vie. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se modifier lui-même, est notre plus grand espoir. Mais pour l'activer, il faut d'abord comprendre les forces invisibles qui nous animent. Dans ce voyage au cœur de notre crâne, nous allons découvrir que la plupart de nos choix sont en fait des échos de notre passé ou de notre espèce. Nous allons voir comment notre mémoire nous ment, comment nos biais cognitifs nous aveuglent, et comment nos émotions détournent notre raison. Cela peut sembler effrayant, comme si on nous enlevait notre humanité. Mais c'est tout l'inverse. Comprendre sa mécanique, c'est devenir un meilleur mécanicien de sa propre existence. C'est arrêter de se battre contre des moulins à vent et commencer à utiliser la puissance du vent pour avancer. La première étape est donc celle de l'humilité. Admettre que, bien souvent, ce n'est pas moi qui parle, c'est ça qui parle en moi. Et ça, c'est ce cerveau fascinant, archaïque et génial, qui a ses propres plans pour nous. Si nous acceptons que notre cerveau est aux commandes, nous devons ensuite nous demander « Comment pilote-t-il ? Est-il un pilote objectif, rationnel et fiable ? » La réponse est non. Notre cerveau est un narrateur partial, rempli de préjugés et de raccourcis que l'on appelle les biais cognitifs. Il ne nous montre pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il lui est utile de le voir. Imaginez que vous portez en permanence des lunettes teintées dont vous ne pouvez pas changer les verres. Ces verres filtrent la réalité. Le biais le plus puissant est sans doute le biais de confirmation. Notre cerveau déteste avoir tort, car avoir tort crée une dissonance cognitive, une tension désagréable. Alors, il passe son temps à chercher des preuves qu'il a raison. Si vous croyez que vous êtes malchanceux, votre cerveau va scanner votre journée pour trouver le feu rouge, la pluie, la tache de café, et il va ignorer royalement les sourires, les portes ouvertes et les réussites. Il agit comme un avocat de la défense pour vos propres croyances, même les plus toxiques. Vous n'êtes pas malchanceux, vous êtes simplement piégé par un cerveau qui sélectionne le malheur pour valider sa théorie. Un autre filtre puissant est le biais de négativité. Pour nos ancêtres, rater une opportunité de plaisir, une baie sucrée, était dommage, mais rater une menace, un tigre, était mortel. L'évolution a donc câblé notre cerveau pour qu'il accorde beaucoup plus d'importance au danger et au négatif qu'au positif. C'est pourquoi une seule critique peut gâcher 10 compliments. C'est pourquoi nous ruminons nos échecs la nuit au lieu de célébrer nos victoires. Ce n'est pas parce que vous êtes dépressif ou ingrat, c'est parce que votre cerveau fait son travail de sentinelle. Il surveille ce qui ne va pas pour vous protéger. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tigre. Les menaces sont symboliques, un email froid, un regard fuyant. Mais votre cerveau réagit avec la même intensité biochimique, inondant votre corps de cortisol. Vous vivez dans un état d'alerte permanent pour des dangers qui n'existent souvent que dans votre tête. Comprendre ce mécanisme permet de ne plus prendre ces peurs pour des prophéties. Ce n'est pas parce que vous avez peur que le danger est réel.
C'est juste votre vieille alarme interne qui est trop sensible. Mais la plus grande tromperie de notre cerveau concerne sans doute notre mémoire. Nous croyons que nos souvenirs sont des enregistrements fidèles du passé, comme des fichiers vidéo stockés sur un disque dur. Nous disons « je me souviens très bien de ce qu'il a dit ». En réalité, la mémoire est une reconstruction créative permanente. Chaque fois que vous évoquez un souvenir, votre cerveau le réécrit. Il le modifie en fonction de votre humeur actuelle, de vos nouvelles connaissances, de ce que vous voulez croire. C'est comme le jeu du téléphone arabe. À force de se répéter l'histoire, elle change. Des études ont montré que nous pouvons nous inventer de faux souvenirs avec une sincérité totale. Nous pouvons jurer avoir vu des choses qui n'ont jamais existé. Cela a des conséquences vertigineuses sur notre identité. Si mes souvenirs sont faux ou déformés, qui suis-je? Je suis une histoire que mon cerveau se raconte à lui-même pour maintenir une cohérence. Le passé n'est pas un socle de béton, c'est une argile mouvante. Accepter cela nous rend plus humbles. Nous sommes moins prompts à nous battre pour notre version des faits, car nous savons qu'elle est, elle aussi, une fiction partielle. Notre cerveau est aussi un grand chercheur de sens. Il a horreur du hasard et du chaos. Si deux événements se produisent en même temps, il va inventer un lien de cause à effet. J'ai pensé à lui et il m'a appelé. C'est un signe. Peut-être, ou peut-être est-ce une coïncidence parmi des milliers d'autres où vous avez pensé à lui sans qu'il n'appelle. Ce besoin de sens nous pousse à créer des superstitions, des complots, des destinées. C'est rassurant de penser que tout a une raison. Mais cela peut aussi nous enfermer. Si nous échouons, notre cerveau va chercher une cause, c'est parce que je suis nul. Il va coller une étiquette explicative sur un événement aléatoire. Parfois, les choses arrivent. Point. Il n'y a pas de message caché, pas de punition cosmique. Se libérer de cette tyrannie du sens permet de vivre plus légèrement, d'accepter l'absurde et l'imprévu sans se sentir personnellement visé par l'univers. Il y a également l'influence souterraine de l'inconscient. Sigmund Freud avait ouvert la porte, et les neurosciences la confirment d'une autre manière. Une immense partie de notre activité mentale se déroule sous le radar de la conscience. Nous traitons des millions d'informations à la seconde, mais nous n'en avons conscience que d'une infime fraction. Pourquoi avez-vous soudainement une angoisse en entrant dans cette pièce? Peut-être que votre cerveau a capté une odeur qui lui rappelle un mauvais souvenir d'enfance, sans que vous ne le sachiez. Pourquoi ne supportez-vous pas cette personne que vous venez de rencontrer? Peut-être qu'elle a le même timbre de voix que quelqu'un qui vous a blessé il y a 20 ans. Nous sommes pilotés par ces associations invisibles. Nous croyons réagir au présent, mais nous réagissons souvent à des fantômes du passé. Tant que ces mécanismes restent dans l'ombre, nous sommes leurs jouets. Nous répétons les mêmes schémas, nous tombons amoureux du même type de personnes toxiques, nous sabotons nos succès, et nous disons c'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que vous, votre conscience, car c'est votre cerveau profond qui exécute un vieux programme de survie qui n'est plus adapté. Cette machine à interpréter qu'est le cerveau est aussi très influençable par l'état du corps. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. Nous pensons avec notre corps autant qu'avec notre tête. Si vous tenez une boisson chaude dans les mains, vous aurez tendance à trouver les gens plus chaleureux. Si vous êtes assis sur une chaise dure, vous serez plus rigide dans vos négociations. C'est stupéfiant de voir à quel point nos jugements moraux ou intellectuels dépendent de sensations physiques triviales. Cela brise le mythe de l'esprit pur, détaché de la matière. Nous sommes des organismes biologiques en interaction constante avec l'environnement. Si vous voulez changer vos pensées, commencez parfois par changer votre posture, votre respiration ou la température de la pièce. Agir sur le corps est souvent un moyen plus rapide de pirater le cerveau que d'essayer de raisonner intellectuellement. Enfin, notre cerveau est un organe social. Il est câblé pour la connexion. La douleur du rejet social active les mêmes ondes cérébrales que la douleur physique. Pour le cerveau archaïque, être exclu du groupe signifiait la mort certaine dans la nature. C'est pourquoi nous sommes si terrifiés par le regard des autres, par la honte, par le fait de ne pas être conforme. Cette peur viscérale n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un impératif de survie. Votre cerveau vous crie « Fais comme les autres, ne fais pas de vagues, sinon tu vas mourir ».
C'est ce qui explique le conformisme, la difficulté à dire non, la peur de parler en public. Comprendre que cette peur est une fausse alarme biologique permet de prendre du recul. Vous n'allez pas mourir si vous êtes ridicule. Vous n'allez pas mourir si vous êtes en désaccord. Il faut apprendre à rassurer son cerveau reptilien comme on rassure un animal effrayé, pour pouvoir reprendre la main et oser être soi-même. Ainsi, nous naviguons dans la vie avec une carte du monde qui est fausse, ou du moins très simplifiée et déformée par notre biologie. Nos certitudes sont des illusions, nos souvenirs des fictions, et nos peurs des héritages préhistoriques. Est-ce une mauvaise nouvelle? Pas forcément. Car si notre cerveau construit notre réalité, cela signifie aussi que nous pouvons apprendre à la construire différemment. Nous ne sommes pas condamnés à subir nos biais. Nous pouvons apprendre à penser contre notre cerveau. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. Comment utiliser la plasticité cérébrale pour sortir des ornières et reprendre, petit à petit, le contrôle de notre destin. Comment devenir le sculpteur de son propre cerveau plutôt que sa victime? Si nous nous arrêtions au constat précédent, la situation serait désespérante. Nous serions des machines biologiques programmées par des gènes et des traumatismes anciens, condamnées à répéter les mêmes erreurs en boucle. Heureusement, la science du cerveau nous apporte une nouvelle extraordinaire, sans doute la plus importante de ce siècle, la neuroplasticité. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau se développait pendant l'enfance et se figeait à l'âge adulte. On pensait que nous naissions avec un stock de neurones et que nous ne pouvions que les perdre. C'est faux. Votre cerveau est une matière vivante, dynamique, en perpétuel remaniement. Il se modifie physiquement en fonction de ce que vous faites, de ce que vous pensez et de ce que vous apprenez. Chaque fois que vous apprenez une nouvelle langue, que vous changez une habitude ou que vous modifiez votre regard sur un événement, vous recablez votre cerveau. Des connexions se créent, d'autres s'affaiblissent. Vous êtes, littéralement, l'architecte de votre propre matière grise. Pour visualiser cela, imaginez une montagne enneigée. Si vous descendez en luge, la première fois, vous pouvez choisir votre trajectoire. Mais la deuxième fois, votre luge aura tendance à suivre la trace laissée par le premier passage. La 10e fois, la trace est devenue un sillon profond, et il devient très difficile d'en sortir. Votre luge s'y engouffre automatiquement. C'est exactement comme cela que fonctionne une habitude ou une pensée récurrente. Si vous avez passé 20 ans à penser « je suis nul à chaque échec », cette pensée est devenue une autoroute neuronale. C'est un chemin rapide, large et sans effort pour votre cerveau. C'est pour cela qu'il est si difficile de changer. Quand vous essayez de penser « je suis capable », vous obligez votre cerveau à quitter l'autoroute confortable pour aller tracer un nouveau sentier dans la neige fraîche. C'est lent, c'est difficile, et la luge veut sans cesse retourner dans l'ancien sillon. Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté, c'est parce que vous luttez contre la topographie physique de votre cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous persistez à passer dans la neige fraîche, jour après jour, ce nouveau sentier va se tasser. Il va devenir une piste. Et pendant ce temps, l'ancienne autoroute, si elle n'est plus empruntée, va peu à peu être recouverte par la neige. Les connexions neuronales inutilisées s'étiolent. C'est la loi de Hebb, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce que vous répétez se renforce. Ce que vous arrêtez de faire disparaît. Cela nous donne un pouvoir immense mais aussi une responsabilité vertigineuse. Nous devenons ce que nous répétons. Si vous passez votre temps à râler, vous musclez les ondes de votre cerveau dédiées à l'insatisfaction. Vous devenez un expert en malheur. Si vous vous forcez, même artificiellement au début, à chercher de la gratitude, vous musclez les ondes de la satisfaction. Au début, c'est un effort, à la fin, c'est un trait de caractère. Changer son cerveau demande donc de la stratégie, pas seulement de la force brute. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Ils déclarent la guerre à leur cerveau. Dès demain, j'arrête de fumer, je fais du sport et je ne m'énerve plus. C'est impossible. Le cerveau déteste le changement brusque, car cela consomme trop d'énergie et cela déclenche ses alarmes de sécurité. Pour réussir à le pirater, il faut utiliser la méthode des petits pas, le Kaizen. Il faut introduire des changements si petits que le cerveau ne les perçoit pas comme une menace. Au lieu de dire « je vais courir 1 heure »,
dites je vais mettre mes baskets. Une fois les baskets mises, le plus dur est fait, la nouvelle connexion est amorcée. C'est la régularité qui compte, pas l'intensité. Mieux vaut 5 minutes de méditation tous les jours qu'1 heure une fois par mois. C'est la goutte d'eau qui creuse la pierre, pas le torrent. Il faut aussi comprendre le rôle crucial de l'attention. Votre attention est le ciseau du sculpteur. Là où vous portez votre attention, l'énergie afflue et les neurones se connectent. Dans notre monde moderne, notre attention est morcelée, volée par les notifications et les écrans. Cela nous rend stupides neurologiquement, car nous ne laissons jamais le temps aux connexions profondes de se faire. Reprendre le contrôle de son attention est un acte de résistance. C'est décider consciemment, maintenant, je me concentre sur cette conversation, sur cette lecture, sur cette sensation. C'est en focalisant notre attention que nous sortons du mode automatique. La pleine conscience, mindfulness, n'est pas une mode spirituelle, c'est une technique de musculation cérébrale. Elle permet d'activer le cortex préfrontal, la zone de la raison et du calme, pour apaiser l'amygdale, la zone de la peur et de l'agressivité. Nous pouvons également utiliser le corps pour tromper le cerveau. Le cerveau surveille constamment l'état du corps pour savoir comment se sentir. Si vous souriez, même forcé, les muscles de votre visage envoient un signal au cerveau, tout va bien. Le cerveau, docile, libère alors des endorphines. C'est le rétrocontrôle. Vous pouvez modifier votre état mental en modifiant votre posture. Redressez-vous, ouvrez la cage thoracique, respirez lentement, et vous verrez que vos pensées noires perdent de leur emprise. C'est une porte dérobée pour accéder au panneau de commande. Agir comme si on était confiant finit par nous rendre confiants. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la biologie. Cependant, ce processus de recablage rencontre une résistance majeure, l'homéostasie. Tout système vivant cherche à maintenir son équilibre, même si cet équilibre est toxique. Quand vous commencez à changer, une partie de vous va se rebeller. Vous allez ressentir de l'anxiété, de la fatigue, une envie irrésistible de revenir en arrière. C'est normal. Ce n'est pas le signe que vous faites fausse route, c'est le signe que le changement est réel. C'est le chant du cygne de l'ancien réseau neuronal qui ne veut pas mourir. Il faut traverser cette zone de turbulence avec patience. Il faut parler à son cerveau comme à un enfant effrayé, je sais que c'est inconfortable, c'est nouveau, mais nous sommes en sécurité. Ne croyez pas vos pensées de découragement à ce moment-là. Elles sont juste des symptômes de la désintoxication neuronale. Enfin, l'environnement joue un rôle clé. Si vous voulez arrêter le sucre mais que vos placards sont pleins de gâteaux, vous épuisez votre volonté à lutter contre la tentation. La volonté est une ressource limitée, elle s'épuise vite. L'intelligence consiste à modifier son environnement pour ne pas avoir besoin de volonté. Si vous voulez lire plus, posez le livre sur votre oreiller et cachez la télécommande. Si vous voulez être plus positif, fréquentez des gens optimistes. Nos cerveaux se synchronisent avec ceux qui nous entourent par les neurones miroirs. Nous attrapons les émotions et les habitudes des autres comme des virus. Choisir son entourage, c'est choisir le futur câblage de son cerveau. La neuroplasticité est donc une promesse de liberté. Mais c'est une liberté qui se gagne à la sueur du front. Elle nous dit que rien n'est joué d'avance. L'enfant anxieux ne doit pas forcément devenir un adulte anxieux. Le traumatisé peut réparer ses circuits. Nous avons le pouvoir de changer, jusqu'à notre dernier souffle. Mais ce changement ne vient pas d'une décision magique prise un jour de l'an. Il vient de la discipline quotidienne, humble et répétitive. C'est accepter d'être un jardinier qui arrose chaque jour une graine invisible, en faisant confiance au processus, en sachant que sous la terre, les racines sont en train de pousser. Nous arrivons au terme de notre exploration vertigineuse. Nous avons découvert que nous sommes pilotés par une machine biologique ancienne, pétrie de biais, de peur et d'automatisme. Nous avons vu que notre mémoire est une fiction et que nos choix sont souvent des réactions chimiques. Face à ce constat, une question existentielle, presque angoissante, surgit. Si mon cerveau décide de tout, qui suis-je? Suis-je seulement une marionnette faite de chair et d'électricité? Si je ne suis pas mes pensées, si je ne suis pas mes émotions, que reste-t-il? C'est ici que se trouve la clé ultime de la liberté.
Il reste une chose, une seule, qui échappe au déterminisme purement mécanique, la conscience. Ou plus précisément, la capacité d'observer la machine. Les scientifiques appellent cela la métacognition. C'est cette petite étincelle qui nous permet de dire « Tiens, je suis en train de m'énerver ». Au moment précis où vous observez votre colère, vous n'êtes plus totalement la colère. Vous êtes devenu l'observateur. Une distance s'est créée. Et c'est dans cette distance minuscule que réside notre humanité. Imaginez votre cerveau comme un cheval puissant et sauvage. Ce cheval, c'est votre système limbique, vos émotions, vos pulsions. Il est fort, rapide, mais il est impulsif. Il a peur des ombres et il court vers le plaisir facile. La plupart des gens passent leur vie attachés derrière le cheval, traînés dans la boue, allant là où le cheval veut aller. Ils disent « Je n'y peux rien, c'est mon caractère ». Mais la conscience, c'est le cavalier. Le cavalier est plus petit, plus lent, moins fort physiquement que le cheval, c'est votre cortex préfrontal. Mais s'il est entraîné, s'il est calme et ferme, il peut guider le cheval. Il ne peut pas porter le cheval, mais il peut l'orienter. Le but de la vie n'est pas de tuer le cheval, nous avons besoin de nos émotions pour vivre, mais de monter dessus et de tenir les rênes. Devenir le maître de son cerveau, c'est devenir ce cavalier attentif qui sait quand laisser le cheval courir et quand tirer sur la bride. Cette maîtrise passe paradoxalement par le lâcher-prise. Nous souffrons souvent parce que nous voulons contrôler l'incontrôlable. Nous nous en voulons d'avoir des pensées négatives, des envies bizarres ou des peurs irrationnelles. Nous nous disons « je ne devrais pas penser ça ». C'est une erreur. Vous ne choisissez pas les pensées qui surgissent dans votre esprit. Elles sont produites par votre cerveau comme l'estomac produit des sucs gastriques. C'est un processus biologique. Essayer d'arrêter ces pensées, c'est comme essayer d'arrêter les vagues avec ses mains. Plus vous luttez contre une pensée, ne pense pas à un ours blanc, plus elle se renforce. La sagesse consiste à laisser les pensées traverser votre esprit sans leur servir le thé. Dites-vous, « Ah, voilà une pensée anxieuse. Merci mon cerveau de vouloir me protéger, mais je ne vais pas l'écouter aujourd'hui. » Vous traitez vos pensées comme des bruits de fond, pas comme des ordres. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'espace dans lequel vos pensées apparaissent et disparaissent. C'est aussi le moment de faire la distinction entre l'impulsion et l'intuition. Nous confondons souvent les deux. L'impulsion est un cri du cerveau reptilien. Mange ça, fuis, achète ça. Elle est bruyante, urgente, agitée. Elle veut une satisfaction immédiate. L'intuition, elle, est une voix beaucoup plus calme et profonde. Elle est le fruit d'un traitement complexe de milliards d'informations par votre cerveau, mais un traitement qui se fait en arrière-plan, sans stress. L'intuition ne crie pas, elle chuchote. Elle ne dit pas « je le veux tout de suite », elle dit « c'est le bon chemin ». Apprendre à écouter son cerveau, c'est apprendre à baisser le volume de la radio, les peurs et les désirs, pour entendre la petite musique de fond, l'intuition. Cela demande du silence. Cela demande de la lenteur. Dans un monde qui va vite, ralentir est la seule façon de reprendre le pouvoir. Nous devons également accepter que notre cerveau a des limites. Il fatigue. Il sature. Il se trompe. Accepter sa propre faillibilité est une grande force. Quand vous êtes épuisé le soir, ne prenez pas de décisions importantes. Votre cavalier, le cortex préfrontal, est fatigué, et c'est le cheval, les émotions, qui dirige. Savoir dire « je suis trop fatigué pour réfléchir intelligemment, je verrai ça demain », c'est faire preuve d'une grande intelligence biologique. C'est respecter l'outil. On ne fait pas de course de Formule 1 avec des pneus crevés. Prenez soin de votre machine. Le sommeil, la nutrition, le mouvement ne sont pas des luxes, ce sont les conditions sine qua non pour que votre cerveau fonctionne correctement. Un cerveau enflammé par le sucre et le manque de sommeil est un tyran paranoïaque. Un cerveau reposé et nourri est un conseiller sage. Finalement, comprendre que c'est ton cerveau qui te dit quoi faire ne doit pas nous rendre fatalistes, mais stratégiques. Nous sommes des êtres hybrides, mi-biologiques, mi-spirituels. Nous avons un pied dans la matière et un pied dans la conscience. Notre mission est de faire dialoguer ces deux mondes. Ne détestez pas vos automatismes, ils vous permettent de marcher,
de conduire et de vivre sans effort. Mais ne les laissez pas gouverner votre destin. Gardez une zone de vigilance. Posez-vous régulièrement la question « Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est moi qui le veux, ou est-ce que c'est mon programme ?» Le cerveau est un serviteur magnifique mais un maître terrible. Si vous le laissez aux commandes sans surveillance, il vous mènera vers la facilité, la peur et la répétition. Il vous fera vivre une vie étriquée, centrée sur la sécurité et le plaisir immédiat. Mais si vous reprenez votre place de capitaine, si vous lui donnez une direction claire, une vision, un sens, alors il mettra toute sa puissance de calcul, toute sa créativité et toute son énergie à votre service. Il trouvera des solutions que vous n'imaginiez même pas. Il vous donnera le courage de dépasser vos peurs. Alors, qui décide? Pour l'instant, c'est souvent lui. Mais à partir d'aujourd'hui, petit à petit, décision après décision, respiration après respiration, cela peut devenir vous. Vous n'allez pas gagner tous les combats. Parfois, le cheval va vous emporter. Ce n'est pas grave. Remontez en selle. La liberté n'est pas un état acquis, c'est une pratique quotidienne. C'est l'art de négocier avec sa propre biologie pour en tirer le meilleur. Vous avez en vous la machine la plus complexe de l'univers. Elle vous a été donnée sans mode d'emploi. Vous venez de passer 4 étapes à découvrir ce mode d'emploi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez les commandes. Le voyage ne fait que commencer.